A parlé à la télévision. Bon, hormis l'annonce de livraison d'avions de guerre à l'armée ukrainienne et la formation de soldats, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. En tout cas, si vous voulez avoir des arguments à sortir à vos repas de famille ce week-end, on vous a fait un react à l'interview du président sur le canard réfractaire qui fera peut-être plus de vues que la rediff de TF1 d'ailleurs. Enfin bon, ça dépend de vous. Bonjour à toutes et à tous, on est le vendredi 7 juin 2024 et vous êtes sur Actu Réfractaire mais dans un décor assez particulier parce qu'en fait vous êtes dans les bureaux du canard. C'est parce que Johan il est parti en reportage à Saint-Nazaire et après avoir passé la nuit à vous faire le react sur Macron, il était un peu fatigué et il a mis les clés du studio dans sa poche. Donc voilà, inaccessible pour moi mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Au programme aujourd'hui on vous fait une météo des luttes et puis après je vous réserve une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin. Alors pendant que Macron parlait à la télé et défendait Netanyahou, il s'est passé quelque chose en Palestine. Il y a eu un nouveau bombardement dans une école tenue par l'ONU, dans le camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza. Il y a au minimum 37 morts, dont de nombreuses femmes et enfants. Une conseillère médicale de Médecins sans frontières, Karin Oster, a dénoncé une escalade insensée des hostilités et une situation d'apocalypse. Et si les bombardements se renforcent, c'est qu'ils ont peut-être une idée derrière la tête. Fin mai, la Tribune a publié un article à propos d'un projet des industriels israéliens, Gaza 2035. L'objectif, transformer le champ de ruines palestinien en véritable zone de libre-échange où pourra s'installer un hub technologique et industriel. Les gars veulent concurrencer Dubaï dans la région comme référence du commerce au Moyen-Orient pour te dire. À côté, il y a aussi évidemment les industriels états-uniens qui sont de la partie. Ils veulent en profiter notamment pour développer l'hydrogène dans la région. Ils veulent aussi faire de la bande de Gaza un centre de production mondiale de voitures électriques. Le territoire palestinien deviendrait la grande zone mercantile qui relie la Méditerranée et le Proche-Orient. Ce projet, il montre bien que derrière le droit de se défendre, il y a un véritable besoin pour l'impérialisme israélien de se développer sur de nouveaux territoires, pour accueillir des nouveaux investissements et pour prendre une place plus importante dans le développement capitaliste de la région. Et ça c'est marrant, Macron il en a pas parlé. Allez, on passe à la traditionnelle météo des luttes du vendredi et vous nous avez envoyé beaucoup de mails sur actu@lecanardréfractaire.org. On commence avec deux grandes manifestations prévues ce week-end. La première a lieu contre le grand projet inutile de l'autoroute A69. Elle est interdite par Darmanin, mais elle est maintenue par les organisateurs. Autre action, il y a une manifestation parisienne pour la Palestine demain, donc le samedi 8 juin, et ça commence à 15h, place de la Bastille. Et cette semaine, la cause palestinienne a été au cœur des mouvements. À Strasbourg, le lycée Fustel de Coulanges est bloqué par les élèves pour protester contre les crimes commis à Gaza. À Toulouse, une action très similaire a lieu pour la Palestine à nouveau, devant le lycée des Arènes. Ce mardi, c'était aussi la Manifestival, une manifestation musicale organisée par la France Insoumise. Après le Blocus Challenge l'an dernier contre la retraite à 64 ans, c'est le député Louis Boyard qui est à la manœuvre et qui faisait un DJ set. Tout ça alors qu'à l'Assemblée, la CGT, qui représente les collaborateurs parlementaires, a demandé la cessation de tout contrat avec Bouygues après l'interview du boucher de Gaza, Netanyahou. À ST Électronique, la CGT demande que l'entreprise ne soit pas à son tour complice des massacres en cours avec des livraisons de semi-conducteurs. Et la CGT Décathlon appelle à la grève pour que l'enseigne de sport ne participe à aucune action sur les territoires occupés. Évidemment, les actions ne s'arrêtent pas à la frontière et les manifestants italiens nous ont offert de belles images sur lesquelles on les voit repousser la police en scandant en français dans le texte « Tout le monde déteste la police !» Ça, c'est la France aussi, l'exportation des slogans. Mais la France, c'est aussi la désindustrialisation. Les employés de Jima, à Beauvais, filiale d'Ageco, le géant de la mécanique agricole, protestent en ce moment. L'employeur prétexte une baisse d'activité pour faire passer l'équipe du week-end en semaine, ce qui fait une perte pour ses salariés de plusieurs centaines d'euros par mois. Pour les employés, ce serait en fait une manière de les pousser vers la sortie. À Rougier-et-Play, vendeur d'articles pour les beaux-arts, l'ambiance est assez similaire. Et ça, c'est une information qui nous provient d'un abonné, François, qui nous a envoyé un email. 4 employés sont convoqués en entretien disciplinaire, apparemment pour avoir participé à des grèves pour dénoncer leurs conditions de travail. Une répression syndicale féroce qui n'est pas spécifique à notre pays. En 2019, les Coréens du Sud avaient subi la même répression suite à d'immenses grèves. Le monde du travail dans ce pays avait d'ailleurs inspiré la situation des personnages à la série Squid Game. Et on vous en parle parce qu'un travailleur sur 5 de Samsung, en Corée du Sud,
est en grève en ce moment pour davantage de jours de congé et une meilleure visibilité sur les primes. Et on n'oublie pas évidemment les agriculteurs qui continuent à agir et ont bloqué une partie de la frontière entre la France et l'Espagne ce lundi. Les revendications sont les mêmes qu'il y a quelques mois, pouvoir vivre dignement de son travail et arrêter de subir les errances bureaucratiques pour alerter notamment juste avant les élections européennes qui ont lieu ce dimanche. Bon alors maintenant c'est le moment de la surprise, on vous fait quelque chose d'assez spécial. On vous propose une interview. On a eu la chance d'interroger Caroline Brémaud, médecin urgentiste à l'hôpital de Laval qui couvre un tiers de la population mayonnaise, soit 100 000 personnes. À la base elle était chef urgentiste et elle a décidé d'agir. En octobre 2021, j'ai décidé de me rallier au mouvement national des urgentistes pour dénoncer la gravité de la situation sur les conditions de travail, la pénurie médicale et puis paramédicale. Ce qui m'a valu d'être médiatisée et ça m'a valu aussi de recevoir des appels un peu surprenants de gens qui m'ont dit « Fais attention, tu risques ta carrière en prenant la parole comme ça ». Et puis effectivement, 3 ans après, j'ai été mise de côté. Et pourtant, au départ, l'hôpital n'était pas si mal. En fait, la situation, quand moi j'ai commencé en 2015-16, il y avait quelques petites difficultés de planning de temps en temps, et puis il suffisait que quelques personnes fassent du temps additionnel et puis ça passait. On avait quelques remplaçants qui venaient et puis ça passait. Mais la situation se dégrade rapidement. Les soignants fatiguent et dans les services, les départs ne sont plus remplacés. Petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de difficultés à avoir des remplaçants. Parce que finalement, les remplaçants préféraient aller dans des hôpitaux plus petits où la charge de travail était moins importante et la rémunération aussi bonne, voire meilleure. Et puis là, cette année, j'ai 2 collègues qui ont changé de spécialité parce qu'ils en avaient marre, ils étaient épuisés. J'ai d'autres collègues qui envisagent soit de diminuer leur temps, soit de changer aussi de spécialité. En novembre 2021, les urgences de l'hôpital sont contraintes de fermer la nuit. Au départ, c'était 5-6 fois et puis finalement, après une dizaine, voire une quinzaine ou une vingtaine de nuits dans le mois. Bon voilà, donc elle se retrouve avec des journées assez chargées, disons. Par exemple, les semaines de vacances scolaires, la semaine où je suis pas en vacances, en général, je fais 80 heures. La semaine dernière, par exemple, je suis revenue travailler. J'avais fait 24 heures le jeudi, je suis revenue travailler le vendredi pour faire 18h30, minuit 30, alors que normalement, une fois qu'on a travaillé 24 heures, on n'a pas le droit de revenir sur la journée du lendemain. On a aussi des fois des matins où on a 15-20 patients qui nous sont transmis dans les urgences, qui ont passé la nuit et au lieu de commencer notre journée avec 0 patient ou 1 ou 2 patients, on a déjà une feuille recto-verso de transmission de patients à s'occuper parce qu'il n'y a pas de place dans les étages. Et évidemment, le débordement des soignants affecte les patients. Et comme il manque de lits énormément dans les étages, dans les services, en fait, les gens restent en bas aux urgences. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'un ambulancier puisse pas sortir son patient de son ambulance parce qu'il n'y avait pas de brancard pour accueillir le patient. Le maximum qu'on ait eu, c'est une ambulance qui est restée 2 heures à attendre pour qu'on trouve un brancard parce que tous les brancards étaient occupés. Il y a des fois, quand je travaille, je prends 5 minutes, 10 minutes et je fais le tour de tous les patients qui sont déjà aux urgences et je regarde ceux qu'on pourrait mettre sur un fauteuil au lieu d'un brancard pour récupérer un brancard pour accueillir un nouveau patient. C'est ça la réalité du quotidien. Bref, Caroline devient lanceuse d'alerte, dénonce les conditions de travail et ce que l'État fait subir aux hôpitaux. Et si elle a eu un écho, c'est pas par hasard. Quand j'ai commencé à parler de la difficulté des urgences de Laval, c'était quasiment la première fois en France qu'on avait l'information qu'un hôpital support de GHT, un hôpital principal d'un département, avait des difficultés pour boucler le planning médical. En général, on a des problématiques dans des hôpitaux plus petits. Donc c'était assez étonnant qu'un hôpital de notre envergure soit en difficulté. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à notre hôpital et à la Mayenne parce que ça existe ailleurs en France, mais il n'y a pas une liberté de parole évidente pour les médecins. Il y a peu de médecins souvent qui s'expriment et encore moins des chefs de service.
En fait, les fermetures d'hôpitaux étaient un sujet local, traité par la presse locale, donc chacun était au courant de la fermeture de ces urgences. On n'avait jamais vraiment l'occasion de voir la presse nationale faire un bilan de toutes les fermetures. En disant que Laval est concernée, Caroline a mis les pieds dans le plat, montrant que même les grands hôpitaux sont touchés. Tout le monde a vu cette info et cela a mobilisé les soignants au niveau national. En fait, juste après le Covid, il y a eu quelques manifestations qui ont été plutôt bien suivies parce que les gens se sont dit ça y est, tout est possible, il y a eu des changements, on y croit, il y a une prise de conscience du gouvernement, on va réussir à prendre soin de notre système de santé et les gens ont cru qu'on allait vers le changement. Il y a eu le Ségur de la santé qui a été un échec. Puis, les choses ont continué à s'aggraver parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dégoûtés aussi avec le Covid. Il y a eu une perte de sens de beaucoup de soignants. Donc, les situations se sont aggravées. Et puis, en 2023, il y a eu les vœux du président pour la santé. Et puis, en fait, derrière, il ne s'est absolument rien passé. Et ça a été un grand coup. Hein. On se mobilise, on croit avoir gagné. Et en fait, non, encore une trahison. Et ça a eu un énorme effet de démobilisation. On a des soignants qui n'ont plus la force de se mobiliser et de manifester. Ils sont fatigués, épuisés, écœurés, et sur leur jour de repos, revenir pour faire une manifestation, c'est pas possible. Alors la solution, elle viendrait d'où, d'après Caroline? Pour moi, c'est aux citoyens de se mobiliser, c'est vraiment aux usagers de la santé de prendre leurs responsabilités. Au-delà de dire que c'est une préoccupation des Français, il faut que ça devienne vraiment un sujet récurrent dans les débats, dans les interviews publiques, dans les rencontres entre citoyens et politiques. À côté de ça, il y a aussi les collectifs de soignants qui se sont formés et qui continuent de lutter. En 2019, moi, quand j'ai été diplômée urgentiste, il y avait des manifestations, collectifs interhôpitaux, collectifs interurgences qui ont été très actifs. Et puis, pendant le Covid, il y a eu le collectif Santé en danger qui a été pas mal présent et qui continue à être très actif. Nous, dans le département, on a une association qui est assez forte pour défendre un hôpital de plus petite envergure à Mayenne qui s'appelle Audace 53, qui s'est beaucoup mobilisé pour éviter des fermetures au niveau de l'hôpital. Et donc moi j'ai créé le mouvement des Gilets Blancs qui est plus transversal, qui est soutenu par pas mal d'associations et de collectifs aussi, mais aussi des usagers. Qui, pour montrer qu'ils s'intéressent aux questions de la santé, disent je suis gilet blanc, à l'instar un peu des gilets jaunes, qui est une mobilisation citoyenne de référence pour moi, parce que ça a mobilisé énormément de gens et sur une période longue. Et on finit avec un message de Caroline pour les soignants. Moi, je voudrais dire aux soignants, accrochez-vous et continuez à vous battre parce que même si il faut que les usagers nous rejoignent, on a toujours besoin de soignants dans les mobilisations, donc il faut continuer à y croire et qu'il faut se dire que chaque petite pierre qu'on met à l'édifice, c'est une petite pierre en plus. Et puis dire aux usagers qu'il ne faut pas attendre d'avoir des besoins en santé pour se mobiliser pour la santé et que là, il faut vraiment mettre la pression sur le politique parce que ce qui intéresse un homme ou une femme politique, c'est sa réélection ou son élection. Et donc, il faut montrer qu'on est des citoyens engagés pour la défense de nos fondamentaux régaliens comme la santé, l'éducation, la santé, l'éducation, la justice. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont mal en ce moment. Il faut se mobiliser pour les défendre et c'est la responsabilité de chaque citoyen, soignant ou pas soignant, de le faire. Rejoindre des collectifs donc pour poser le débat public et faire avancer l'idée petit à petit que l'hôpital est mal géré et que c'est pas un hasard, que c'est pas de l'incompétence, mais qu'il y a des raisons à cela. Comme la privatisation au service des hôpitaux privés ou encore la crise économique qui pousse l'État à intervenir pour sauver les grandes entreprises. Donc à s'endetter sur les marchés et donc à organiser l'austérité partout pour continuer à s'endetter malgré le déficit. C'est là qu'on voit que la lutte pour l'hôpital a énormément en commun avec la lutte contre l'augmentation des prix. Et donc c'est pas si étonnant de voir des gilets blancs. Merci beaucoup à Caroline pour son témoignage. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ce genre de contenu, parce que